Reine des Neiges, analyse transactionnelle et bonhomme de neige. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand la Reine des Neiges rencontre l'analyse transactionnelle, ça fait des bonhommes de neige. Les bonhommes de neige, c'est quoi? Les bonhommes de neige, c'est la représentation des états du mois dans l'analyse transactionnelle. Ne pars pas tout de suite, je vais bien sûr expliquer et illustrer. Donc idéalement, un bonhomme de neige, ça ressemble à ça, un bonhomme de neige. Et pourquoi? En fait, c'est les trois états du soir. Les trois états du mois avec en partant d'en bas, parce qu'on part d'en bas quand on fait un bonhomme de neige, l'enfant avec les ressentis, l'adulte qui est l'espace de la rationalité et de la prise de décision, de la prise de recul, et le parent qui est l'espace du jugement et des choses qu'on va intégrer en fait de nos figures parentales. Donc idéalement on a cette structure là, mais quand superperformance et superfection s'en mêlent, ça fait paf l'enfant. On a tendance à perdre la base, l'enfant en nous, et ne garder que l'adulte avec sa rationalité et le parent avec son jugement, et on ouvre la porte au problème de suradaptation, oubli de soi, et épidémie de burn-out, c'est quand même mon sujet de prédilection. Eric Berne l'a dit, au commencement, nous sommes tous nés pour être des princes et des princesses. Et puis, il y a la vie, les expériences, les messages qu'on va introjecter, qui vont faire qu'on va plus ou moins perdre cette petite étincelle en nous, hélas. On va parler d'Elsa. Il y a de quoi en dire sur Elsa. Elsa, c'est quand même mise sur perfection. On a déjà parlé de la génération Stormtrooper. La génération Stormtrooper, c'est une image que j'avais utilisée pour parler des injonctions de superperformance qui faisait qu'on avait tous tendance à s'oublier derrière des masques de superperformance et de normalité. On est complètement effacé, étouffé, et du coup ça participe à cette génération de burn-out. Et l'autre effet vraiment nocif culturel actuel, c'est cette notion de maison témoin. Maison témoin, c'était ces injonctions à être tout le temps parfait, complètement dans la représentation, dans l'image de superfection, ce qui fait que tout ça c'est très très épuisant. Superperformance et superfection, c'est souvent des personnages de messages contraignants très très présents chez les burn-outés. La Reine des Neiges, c'est vraiment l'illustration de ça. Elle a tous les messages contraignants, elle a des injonctions en plus, elle est enfermée dans sa chambre, elle est complètement isolée, enfermée avant de se libérer, délivrer. Et on va suivre ensemble son histoire pour parler de l'importance de tomber les masques et de remettre du jeu. Stress défense et pleine confiance avec la Reine des Neiges, c'est parti. Il était une fois Elsa. Elsa est l'histoire d'un game over. Il était une fois dans un somptueux château deux petites filles qui vivaient heureuses avec leurs parents. Elles jouaient, riaient, chantaient, dansaient. Et là le drame, Elsa blesse Anna d'un éclair de glace. Panique des parents, fuite en forêt. Et là, un gros caillou qui n'a visiblement pas été formé au coaching, ni à la psycho, ni à la parentalité positive, va donner à Elsa le conseil, injonction serait plus juste, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, de contrôler ses pouvoirs, de les cacher, de les craindre. Écoutez-moi bien, Elsa. Vos pouvoirs ne feront que croître. Ils sont d'une grande beauté, mais aussi pleins de dangers. Vous devez apprendre à les contrôler. La peur sera votre ennemi. Ou comment Elsa a découvert d'un coup les injonctions, les messages contraignants et le faux self. Game over. Fin du jeu pour Elsa, fin du jeu JE parce qu'elle n'est plus elle-même. C'est la fin de l'enfance pour Elsa. Alors, allez savoir pourquoi, visiblement, le gros caillou, il a quand même une formation d'hypnose, il va aller modifier les souvenirs d'Anna, et donc Anna, elle va quand même avoir le droit au plaisir et à la joie. Donc il dit, ne vous en faites pas, elle se souviendra du plaisir, en anglais c'est le fun. Il va aussi lui laisser son balayage, là, sa mèche blonde, en souvenir de s'être pris cet éclair de glace, à mon avis, parce qu'il a l'air un peu vicieux en tant que thérapeute, ce gros caillou. C'est plus pour faire peur à Elsa que pour le côté esthétique d'Anna, hein. Donc d'un côté, Anna, le plaisir et la joie, et de l'autre, Elsa, le contrôle, la peur et les injonctions. La peur sera ton pire ennemi. On a Anna la joie, Elsa la peur. Et encore pire en fait, la peur de la peur. Allez vivre dans la peur de la peur. C'est-à-dire qu'on est dans la peur permanente. C'est une horreur. Merci le gros caillou quand même. C'est comme si on avait d'un côté joie, pour faire le crossover et vice versa, qui dit ils vécurent heureux, et puis de l'autre côté la peur en mode ou pas, non on va pas tenter parce que c'est dangereux quand même. Et en vrai quand on gratte un peu, Elsa elle est plus dans la tristesse que dans la peur en réalité, mais c'est pas mieux. Parce qu'elle est quand même complètement enfermée, isolée dans un contrôle permanent. C'est à souhaiter à personne, et pourtant on est quand même très nombreux à vivre comme ça.
Et en bonus, file dans ta chambre. Et oui, elle est littéralement enfermée à vie dans sa chambre, condamnée à porter des gants pour ne pas ressentir. C'est vraiment le conditionnement ultime, ce qu'on demande à Elsa. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, ou plutôt parce que l'anglais est souvent beaucoup plus parlant avec la Reine des Neiges, Conceal Don't Feel. En anglais, c'est vraiment ne rien ressentir, on l'invite à se couper d'elle-même et de ses émotions. Revoilà, la génération Stormtrooper encore. Superfection et injonction, histoire d'un faux self. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments, dit la chanson en français, et on est vraiment au cœur du message. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, en français, en anglais c'est encore plus parlant, Conceal Don't Feel dans Adam No. Masque, ne ressent pas, ne les laisse pas savoir en fait, faut pas que les gens sachent se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, des talents, des émotions, quelque chose en elle en fait, elle est vraiment dans le contrôle permanent. On en reparle des messages contraignants. Si tu as vu ma vidéo sur Star Wars, tu les connais déjà. Les messages contraignants, c'était déjà de l'analyse transactionnelle. En réalité, c'est sois forte, sois parfaite, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Alors, elle a pas vraiment le dépêche-toi, mais sinon, elle cumule bien les autres, notre Elsa. Elsa, c'est vraiment la parfaite incarnation de ce qu'est les messages contraignants et de combien ils peuvent être violents. En même temps, forcément, c'est Miss Superfection, donc c'est l'incarnation parfaite, mais c'est aussi l'incarnation des injonctions de notre ogre intérieur. Et oui, j'arrive à faire se croiser Star Wars, la Reine des Neiges et Shrek dans une même vidéo, parce que pourquoi pas. C'est quoi ça? Alors on a d'un côté les messages contraignants et de l'autre les injonctions. Les messages contraignants, on les a vus, c'est sois forte, sois parfaite, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. On voit en dessous les petites fiches des différents messages contraignants qu'on peut retrouver dans ma formation Power. Et de l'autre, on a l'ogre avec ses injonctions qui vont être, par exemple pour Elsa, ne ressent pas. C'est quand même très 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 violent, ne ressent pas. Ne sois pas un enfant, on lui coupe le droit d'être un enfant, ou alors c'est un enfant perpétuellement enfermé dans sa chambre. Comme enfant, s'il y a mieux. Ne fais pas, reste enfermé dans ta chambre en fait, ne sors pas, ne fais pas, ne ressens pas. Et là j'en ai mis juste 3 qui sont très présents chez Elsa, mais en réalité on en a 13 des injonctions et qu'on va tous plus ou moins combiner en fonction de notre éducation, des messages qu'on va avoir introjectés de nos parents. Donc c'est très 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 violent, elle est extrêmement formatée, conditionnée et enfermée, Elsa, très littéralement. D'ailleurs, n'oublions pas que le titre d'origine, La Reine des Neiges, c'est Frozen. Frozen, ça veut quand même dire gelé, glacé, figé, bloqué, paralysé, complètement fermé. On retrouve encore cette notion de Stormtrooper. Ça veut aussi dire congelé, mais ça ferait sponsorisé par Picard, cette histoire. Donc c'est très représentatif du surconditionnement à tel point qu'on est juste plus là, en fait. On est complètement effacé, complètement glacé, gelé, absent. Et c'est littéralement ça, elle est enfermée et séquestrée, notre Elsa, avant d'être libérée, délivrée. On a le côté faux self robot. Alors faux self robot, on en reparlera, mais il y a 2 types de faux self. Les faux self sont des masques d'adaptation qui sont normaux. On en a tous pour s'adapter aux différentes situations, mais qui peuvent être trop présents, et là c'est très très présent. Elle est en permanence dans un faux self robot, où elle ne laisse passer aucune émotion, aucun sentiment. Elle est tout le temps dans le parent normatif, à savoir l'introjection des messages parentaux, des injonctions à ne pas ressentir, ne pas être une enfant, rester enfermée, et tout le temps dans un mode dorsal. Alors j'ai pas encore parlé de théorie polyvagale, j'ai plein de vidéos sur le sujet, mais c'est mon terrain de jeu actuellement, Stress Défense et Pleine Confiance, c'est l'incarnation du mode dorsal, Elsa. En fait, Elsa, c'est vraiment la combo ultime des messages contraignants et des injonctions des figures parentales, et donc d'un gros caillou, et elle va vraiment être l'incarnation de l'enfermement, c'est-à-dire qu'elle enferme ses pouvoirs, elle enferme ses émotions, elle enferme ses sentiments, on l'enferme, elle s'isole, elle renvoie sa sœur 3 fois, elle va s'enfuir, elle va glacer sa sœur 2 fois, elle va finir par glacer Arendelle, là où se déroule l'histoire. Elle va même créer un monstre de glace pour préserver son isolement. On peut dire qu'elle y tient, son mode dorsal est isolé. C'est vraiment le faux self-robot, le parent normatif, le mode dorsal ultime. Jusqu'au moment où elle va plus réussir à contrôler et elle va laisser sortir tout ça. Elle va faire pas un burn-out, elle va faire un ice-out et elle va laisser sortir la glace. Et oui, spoiler, monsieur le gros caillou, on ne contrôle pas ses émotions. Ce n'est pas possible, on ne peut pas les contrôler. Au mieux, on va les maîtriser si on est un Jedi de l'intelligence émotionnelle, et la maîtrise passe par l'accueil, l'acceptation et la bienveillance. Alors je vais pas faire une vidéo complètement sur les émotions, ça prendrait trop le temps si j'abordais tous ces sujets. Je te renvoie à la vidéo L'intelligence émotionnelle dans le cadre de la Reine des Neiges qui a été faite par mon ami Alan Tapia, je mets le lien sous la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir sur les émotions, c'est que
Les émotions, ce sont des messages, et le but des émotions, c'est d'accueillir les émotions, d'accueillir ces messages avant qu'elles nous envahissent. Sinon, on va avoir un message, et la boîte aux lettres va être surchargée, et ça va finir par exploser. Et pour accueillir ces émotions, il faut quoi? Il faut se reconnecter à soi, aux messages qui viennent du corps et du cœur. Et finalement, quand on est dans l'over-control, on n'a plus ça. Une émotion, de toute façon, ça finira toujours par se libérer. La glace, elle va finir par sortir parce que il y a eu trop de messages. Elle a saturé Elsa et elle a fini par craquer de façon plus ou moins marquée. Ça va être un peu de glace, des gros éclairs de glace, un gros monstre. De la même façon que ça va être un peu de stress, un peu de colère, un gros burn-out en fait. Quand il y a trop de colère, ça va finir en burn-out. Quand il y a trop de tristesse, ça peut finir en dépression. Quand il y a trop de peur, ça peut finir en anxiété. Une émotion finira toujours par se libérer. Il y aura une forme de somatisation si on ne l'écoute pas. Donc autant l'écouter avant en fait. Et là, Olaf, la libération. Attention, t'es prêt? La voilà. Et oui, c'est le moment, celui de la fuite, celui de la libération, celui de la chanson libérée, délivrée. Alors j'avoue, comme tout le monde, j'ai un petit peu saturé de cette chanson au moment de la sortie du premier film, mais depuis mon changement de vie, ma quête de jeu, ma découverte du coaching, en fait cette chanson, elle fait quand même super sens, elle prend un autre relief. Le cheminement déjà d'Elsa jusqu'à sa fuite est super intéressant. En fait, il y a vraiment eu cette notion de trop de contrôle en permanence jusqu'à craquer. Certains font des burn-out, Elsa elle a fait un nice out, chacun son élément, mais en fait le mécanisme est finalement le même, c'est similaire. Porter un masque en permanence, c'est usant. Être dans le contrôle permanent, c'est éreintant. Viser la superfection permanente, c'est complètement illusoire et épuisant. Et Elsa, c'est tout ça, c'est le contrôle, c'est je tais mes pouvoirs, je tais mes émotions, je suis enfermée, je veux pas sortir, elle est complètement dans son bloc de glace, mais c'est intenable, ça lui pompe une énergie folle. Libération 1, superfection 0. Par rapport au moment où elle va sortir la glace par saturation, par excès de colère et de tristesse, quand elle va vraiment faire cette chanson libérée, délivrée, on est dans une autre énergie. Là, Elsa, elle a tombé le masque. Elle est partie pour se retrouver et pour libérer son haut potentiel, son pouvoir. Et enfin, abandonner son masque de superfection. Révéler sa vraie nature. Entre guillemets, son vrai self. Parce que quand je parle de faux self, on n'a pas d'un côté le faux self et le vrai self en fait. On a en permanence un faux self qui nous sert à nous adapter aux différentes situations. Mais quand ils sont trop présents, on va se perdre à l'intérieur d'eux en fait. On sera plus là, il y aura plus cette petite flamme intérieure ou ce petit glaçon intérieur pour Elsa, mais un glaçon qu'elle a aussi étouffé finalement. Donc il y a 3 points importants selon moi dans cette séquence du libéré-délivré. C'est que Elsa va tomber le masque, donc elle s'est plutôt retirer les gants, mais c'est vraiment ça, c'était très symbolisé par les gants, ce contrôle, ce trop de contrôle. Et elle était tout le temps avec ses gants, elle avait peur de les retirer, peur de tomber le masque, peur de se connecter à elle et ses émotions, en fait, peur de ce qu'elle allait y trouver parce qu'elle a contrôlé trop longtemps. Et c'est pour ça que ça sort dans l'excès en fait. Elle abandonne superfection, elle en parle dans sa chanson « Be the good girl you always have to be ». Elle a tout le temps été dans une injonction de superfection et de contrôle permanent et c'était épuisant jusqu'à cette fameuse scène où elle dit « That perfect girl is gone ». Ça y est, la Miss Parfaite, c'est fini. Quand elle sort sans, les filles sont en mode « Yeah, vas-y, libère-toi ». Et c'est ça aussi, le message, il est là, faut arrêter d'être dans une injonction et un contrôle permanent. Et le troisième point, ce qui est pour moi le plus important, c'est que très rapidement, au moment où elle s'enfuit, c'est qu'elle va redonner vie à Olaf. Alors j'ai mis le redonne entre parenthèses, parce qu'en fait, Olaf, c'est le bonhomme de neige qu'elle avait fait quand elle jouait avec Anna, quand elles étaient enfants, toutes les deux, et encore dans l'enfance, encore dans la pleine confiance. À l'époque, il était inanimé, c'est Elsa qui l'animait, mais déjà il était en demande de câlin. C'est très parlant quand on parle de théorie polyvagale. Et là, on va retrouver un Olaf qui est complètement vivant et qui rêve d'été. On voit toutes les scènes qui sont présentées avec les coquelicots, les abeilles, le soleil, la plage, le fait de nager, le fait de jouer à la plage, de faire des bonhommes de sable ici, de danser, de chanter, de faire du chocolat avec des chamallows, de faire un pique-nique, de s'étendre dans l'herbe et de regarder les nuages. En fait, Olaf, c'est l'objectif jeu. Pour moi, c'est vraiment la partie enfant d'Elsa qu'elle a libérée, délivrée dans sa fuite en fait. Elle a redonné vie à cette partie éteinte en elle qu'était l'enfant intérieur. C'est en tout cas comme ça que moi je l'interprète.
c'est un terrain de jeu. C'est l'enfance, le repos, le lâcher prise, la pleine confiance. C'est typiquement ce qu'on s'autorise éventuellement à faire en tant qu'adulte quand on est en vacances, mais parfois qu'on s'autorise beaucoup moins à faire quand on est dans le travail, les études et qu'on répond à des injonctions et des objectifs extérieurs qui finalement nous poussent à nous couper de l'enfant en nous et c'est bien dommage. Et ce qui est important aussi, c'est que le froid, il est ok pour Elsa. Elsa, c'est le froid. C'est pas de l'hiver dans le sens winter is coming et attention, la menace, tout ça. Non, non, non. Le froid, c'est l'élément d'Elsa. Elle se reconnecte à son élément, à son pouvoir, à ses émotions, à qui elle est enfin. Elle le dit dans la version anglaise. The cold never bothered me anyway. C'est-à-dire que le froid, ça l'a jamais dérangé. Le froid, c'est elle est ok avec ça. Alors c'est super mal traduit, alors là on a un contresens horrible dans la version française. Le froid est pour moi le prix de la liberté. De quoi le prix? En fait, c'est en mode, ok, tu vas être libre, mais tu vas souffrir quand même, tu auras froid tout le temps, ma vieille. Il faut peut-être arrêter avec les injonctions sur Elsa, hein, je pense qu'elle a déjà eu sa dose. Non, c'est juste, je me reconnecte à qui je suis, et c'est ok pour moi, parce que c'est ma vraie nature. On pourrait faire le parallèle avec les profils atypiques, qui portent des masques de normalité, en se forçant plus ou moins consciemment à apparaître comme des gens qui fonctionnent pas à leur vitesse, avec leurs pensées un petit peu divergentes, etc. Tous les profils atypiques ont cette notion de masque de normalité qui coûte en énergie. Là, c'est pareil quand elle cache ses pouvoirs et sa façon de fonctionner. Alors, je vais pas me lancer dans ce débat-là parce que je pourrais faire une histoire sans fin, mais il y a cette notion-là de se reconnecter à qui on est. C'est vraiment une quête de jeu. Elsa, c'est le froid, c'est ok, elle est comme ça. On pourrait faire l'analyse un petit peu simpliste, on aurait d'un côté Elsa avec le froid, la glace, et puis de l'autre côté Anna avec le feu, en tout cas plutôt l'été avec Olaf, mais c'est vraiment ça, il faut quand même avoir conscience que Elsa c'est la Wim Hof ultime. Pour ceux qui connaîtraient pas Wim Hof, donc j'ai mis sa photo, c'est quelqu'un qu'on surnomme Iceman, qui prend des bains glacés. Alors ça c'est vraiment la partie très visible de l'iceberg, mais qui est en fait dans la maîtrise de soi et de ce qui se passe à l'intérieur du corps et du connexion à ce qui se passe à l'intérieur du corps, où il arrive à se baigner dans le froid. Typiquement, Anna, c'est moins Wim Hof, parce que elle, quand elle prend un bain glacé, ça se passe pas bien. Et c'est ok, c'est quel est ton élément, c'est typiquement comme les maisons dans Harry Potter. Au lieu de vouloir tous rentrer dans le même moule, cultiver ce qui sont nos points forts en fait. Ça devrait être le principe même de l'éducation en réalité. Bref, autre débat. En fait, Elsa, pour simplifier, pour résumer, c'est un peu comme si elle avait trouvé son Ikigai. L'ikigai, c'est ce jeu japonais qui te fait trouver la raison de te lever le matin. On parle beaucoup de mission de vie par abus de langage. La mission de vie n'est qu'une partie de l'ikigai, mais vraiment se reconnecter à ce qui nous passionne à l'intérieur de nous, ce qui est notre talent, notre pouvoir, notre super pouvoir et le mettre à contribution. Donc elle a trouvé son Ikigai, elle envoie un magnifique flocon qui m'a vraiment fait penser à l'ikigai quand je l'ai vu d'en haut comme ça. Et elle a sa place au centre, son étoile, son terrain de jeu à elle, c'est le froid, c'est la glace et c'est parfait. Enfin, elle libère qui elle est. Libérer, délivrer, objectif, jeu, remettre du jeu, mode d'emploi. Je voudrais un bonhomme de neige qui soit équilibré en analyse transactionnelle. Ça donne quoi? Ça donne un enfant libre pour remettre du jeu, pour donner cet espace au jeu, à l'enfant qui est à l'intérieur de nous et qu'on a trop souvent étouffé. Laisser la place à l'adulte qui a son rôle de recul et d'arbitrage, et être plus dans le parent nourricier, ce parent qui prend soin de son enfant intérieur. Et là, ça passe par un autre grand sujet qu'on va pas aborder ici, parce que sinon on n'aurait jamais fini, l'estime de soi. L'idée, c'est vraiment de libérer ton enfant intérieur, remettre du jeu. Parce que oui, tu t'en doutes, j'ai quand même un petit peu beaucoup simplifié l'analyse transactionnelle avec mon bonhomme de neige. Tout ne se résume pas à un bonhomme de neige. Il y a plusieurs types d'états du moi à l'intérieur. On va parler très rapidement des états du moi relationnels, donc une analyse fonctionnelle. Il y a deux types de parents. Il y a le parent nourricier qui va être dans la protection et le parent normatif qui va être plus dans le cadrage. L'adulte, c'est adulte. On reste toujours dans l'adulte. Il n'y a pas vraiment de séparation. Et au niveau de l'enfant, c'est beaucoup plus le bazar au niveau de l'enfant. On a d'un côté ES, c'est l'enfant soumis, qui est plus ce qu'est Elsa avec ses messages contraignants. L'enfant rebelle, qui est plus du côté d'Anna. Le petit professeur, qui est l'adulte dans l'enfant. Et l'enfant libre, qui est mais Olaf, c'est un vrai enfant libre. Et l'idée, c'est de laisser cet espace à l'enfant libre, celui qui s'amuse.
Alors l'idée n'est pas de faire un cours sur l'analyse transactionnelle, c'est pas du tout mon terrain de jeu, je te renvoie mais vraiment plus, je te recommande les vidéos de Psychorama sur l'analyse transactionnelle. Il a fait toute une série de vidéos pour expliquer ce qui se cache dans l'analyse transactionnelle, les différents jeux et enjeux, différents états. Donc c'est vraiment super bien fait, c'est grâce à ça que j'ai fait cet approfondissement sur l'analyse transactionnelle dans ma formation Power. Et ce qu'il faut vraiment entendre, et c'est important, c'est que comme pour la théorie polyvagale, tous les états sont OK. Tous les états sont OK, mais comme en théorie polyvagale, il arrive que certains états soient trop présents ou trop absents, comme l'enfant quand on collectionne les injonctions et les messages contraignants. Donc l'idée, c'est d'avoir cette bonne harmonie entre les différents états. Et c'est pour ça qu'on vit cette représentation du bonhomme de neige, où l'enfant a toujours sa place, l'adulte est là pour prendre les décisions, et le parent est là pour chapeauter, littéralement en fait. Et l'idée c'est ça, c'est de retrouver cet équilibre quand on a un peu trop tendance, avec toutes ces injonctions et toutes ces attentes permanentes, à étouffer l'enfant qu'on a en nous en fait. Nous venons au monde câblé pour le lien, et ça c'est la théorie polyvagale qui l'a montré. On est fait pour se connecter à l'autre, on est câblé pour ça. C'est comme si on essaie déjà avec la prise pour se connecter à l'autre. On a besoin de la relation à l'autre pour grandir. L'enfant se développe dans la relation à l'autre. Il a 3 états qui sont des états vagal dorsal, sympathique et vagal ventral, qui est cet état de connexion à l'autre. Donc effectivement, nous venons au monde câblé pour le lien, au moins au commencement. Après, en fonction des contextes d'éducation, de situation familiale, de développement, de comment on va ou pas percevoir notre environnement, est-ce qu'on va le percevoir comme menaçant, comme stable ou pas, on va pouvoir perdre certains des états, et c'est là qu'on va arriver à des déséquilibres. Donc c'est tout ce qu'on explore avec la théorie polyvagale, comment on peut en arriver là et surtout comment on peut corriger ça. Et c'est vrai que pour les deux sœurs, c'est pas forcément équilibré. Mission adaptation, les états ils sont ok, les états ils sont là pour nous préserver par rapport aux dangers perçus, mais du coup par rapport au conditionnement qu'elles vont avoir eu l'une et l'autre, on va quand même avoir du côté d'Anna un enfant qui est très présent, mais finalement peu d'adultes et peu de part parentale, puisque comme dans tous les Disney, finalement les parents vont finir par mourir. Faut pas être parent dans Disney, on vit pas très longtemps en réalité. Alors, ici c'est vrai qu'ils mettent quand même un peu de temps à mourir, mais du coup il manque une figure de rattachement chez Anna qui fait que l'enfant est très présent. Et alors chez Elsa, chez Elsa il n'y a plus d'enfant du tout. On a tué l'enfant quand on l'a invité à cacher qui elle était, à se contrôler en permanence, mais du coup il y a plus d'adultes et beaucoup de parents, et beaucoup trop de parents, hélas. Objectif jeu, l'idée est vraiment de libérer ton enfant intérieur, et c'est là que ça prend tout son sens, cette invitation à développer le parent nourricier qui va justement laisser cette place à l'enfant. Elsa va entretenir Olaf en fait, notamment à la fin quand elle lui donne son petit nuage, elle est là pour lui laisser son espace, elle lui a redonné vie. L'adulte qui est l'espace de recul et d'arbitrage qui est essentiel quand on a des décisions à prendre et pour des échanges de la communication qui soient d'égal à égal, qu'on peut pouvoir se faire entendre et poser ses limites, et l'enfant libre, donc notre Olaf qui permet de remettre du jeu, laisser la place à Olaf. Mission libération. Si on libérait, délivrait nos émotions, si on libérait, délivrait nos besoins, nos talents, notre power, notre enfant intérieur, l'invitation, elle est vraiment là. Arrêtez d'écraser votre enfant intérieur, refaites des bonhommes de neige, mettez plein d'émotions, libérez vos talents, libérez votre flamme intérieure, c'est l'idée. C'est ton état qui écrit l'histoire, c'est la théorie polyvagale qui le dit, en fonction de son état intérieur et de ce ressenti, ça va impacter l'histoire. Et on a d'un côté Anna qui est dans la joie, qui est dans le « ils vécurent heureux », et puis Elsa qui est dans le « ou pas » parce que très dans la tristesse et dans l'enfermement, jusqu'à ce qu'elle se libère, et pourquoi pas, et oui, pourquoi ne pas vivre heureux, pourquoi ne pas se reconnecter à qui on est. Alors, plus que jamais, objectif jeu, l'invitation ici est de remettre du jeu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, j'aurais pu arrêter la vidéo ici, mais je voudrais aller un petit peu plus loin dans mon analyse, pour mettre aussi un petit peu plus de théorie polyvagale, et puis aller aussi un petit peu plus loin dans l'analyse transactionnelle. Mission collaboration. Alors non, je vais pas vraiment parler de Frozen 2 parce que je l'ai pas encore vu en fait. J'ai vu des analyses avec des spoils, j'ai demandé des avis pour voir un petit peu si ma théorie tenait la route ou pas. Mais c'est vraiment cette notion que l'avancée, les progrès, l'histoire, elle se joue dans la collaboration. Mission collaboration, on a d'un côté la glace avec Elsa, le feu avec Anna, l'hiver, l'été, la tristesse, la joie, il y a plein de lectures très binaires qu'on pouvait avoir de la relation entre les deux.
Mais moi, je voudrais aller un petit peu plus loin dans l'analyse transactionnelle. On a une collaboration entre les deux sœurs, ces deux sœurs qui sont complètement complémentaires. Rappelons-nous par rapport à leur environnement, on a l'enfant qui est très présent chez Anna, le parent qui est très présent chez Elsa, qui n'a par contre presque plus d'enfants. Et en fait, il y a vraiment cette notion de symbiose entre les deux sœurs. On va avoir des états qui vont se compléter. Elsa va toujours plus ou moins jouer le rôle de parent d'Anna, en tout cas quand elles sont en présence, parce que finalement elles sont rarement en présence. Et par contre, Anna va apporter une dose d'enfance à Elsa. Quand elle se retrouve en présence, il y a vraiment cette notion de petit regard complice et échange qui montre que l'enfant est encore là au fond. Et adulte, c'est plus Elsa vers Anna, et encore on en reparlera. Je trouve que l'adulte chez les deux, il n'est pas forcément très très bien développé en fait. On voit une corrégulation. La corrégulation, c'est quoi? En théorie polyvagale, c'est quand notre état interne va influencer l'état de l'autre. Et ça se passe comme ça, en fait. On connecte d'abord parce qu'il se passe à l'intérieur de nous. C'est le corps qui va influencer ce qui se passe dans notre cerveau et pas l'inverse. Et on ressent ce que ressent la personne en face, une forme d'empathie. Et on voit que les deux sœurs, elles sont connectées. Quand elles se retrouvent face à face, on a ces moments complices, ces moments d'échange, ces moments où les deux enfants se retrouvent ensemble et jouent comme elles jouaient avant qu'il y ait le premier accident, en fait. C'est très très encourageant, ça montre que l'enfant est complètement enterré au plus profond des âmes, il est encore là. La relation symbiotique, c'est quoi en analyse transactionnelle? C'est un peu cette intention de remplir le vide, en fait. On va aller chercher chez l'autre ce qu'on va pas chez soi. Et ça peut tenir sur la durée quand on est bien comme ça et que la relation est plutôt stable. Mais l'idée est quand même de rééquilibrer à l'intérieur de soi les différents états pour trouver cet équilibre, pour trouver cette harmonie. Mais aussi pour ne pas laisser la place et l'espace au jeu de rôle et de pouvoir. Avoir conscience des différents états qu'on a à l'intérieur de nous et que la personne en face aussi à l'intérieur d'elle permet de communiquer. L'idée est vraiment quand tout va bien, qu'il y ait une instance qui s'adresse à la même instance, le parent au parent, l'adulte à l'adulte, l'enfant à l'enfant, et c'est ok, c'est équilibré, ou en tout cas que l'instance qu'on va viser soit celle qui réponde. Mais quand tout va pas bien, il peut y avoir une forme de déséquilibre ou une forme de violence. On est loin de la communication non-violence entre les deux sœurs quand même. On a quand même Elsa qui a failli tuer Anna 2 fois parce qu'elle est dans l'excès quand ça sort, quand elle veut s'affirmer, quand elle veut poser ses limites. Elle a tellement pas l'habitude de le faire, pas l'habitude de se connecter à ses émotions et de les exprimer de façon non-violente que tout de suite ça part dans le débordement, ce qui est un premier problème. Quand les masques tombent, Elsa, elle est dans le trop d'émotions contenues qui va sortir dans une forme violente. Mais aussi, quand les masques tombent, il y a cette histoire entre Anna et le prince où on est dans l'abus total et le jeu de rôle psychologique qu'elle n'a pas du tout détecté au début, qui est permis par ce déséquilibre en réalité. Les jeux psychologiques, c'est quoi? Ça va être quand en fait va y avoir des transactions cachées, des jeux et enjeux qui ne sont pas dévoilés au début de la relation, qui peuvent être complètement inconscients, mais qui ici étaient en fait très 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 conscients. On pouvait croire qu'on avait une discussion entre deux adultes, ou plutôt peut-être entre deux enfants, ici, dans la scène de la rencontre entre les deux, mais au final on s'est rendu compte qu'il y avait une transaction cachée, et qu'en fait, alors c'est bien souvent l'enfant qui au fond va s'adresser aux parents en l'invitant à rentrer dans un jeu, mais ici un jeu psychologique qui peut être dangereux. Et on a ici le duc qui essayait de prendre le contrôle sur Anna pour assouvir ses besoins de pouvoir parce qu'il avait d'autres intentions à l'intérieur. Je vais pas développer du tout ça parce que je suis pas encore du tout très à l'aise avec l'analyse transactionnelle et cette partie-là de l'analyse. Là encore, je vous renvoie à Psychorama. Mais pourquoi on est arrivé là? Pourquoi il y a eu cette manipulation? Parce qu'en fait, Anna est très 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 naïve au fond. Elle a un enfant qui est beaucoup trop présent, un adulte qui n'a pas su décoder la situation et finalement assez peu de représentation et de figure parentale. Donc elle est complètement rentrée dans ce jeu où les deux jouaient le jeu de la relation parfaite et Anna y était complètement, tandis que le duc lui jouait complètement un rôle en fait. C'est le problème des faux selfs et du manque de repères. Les deux avaient un faux self où ils jouaient la relation parfaite et Anna manquait de repères, ce qui fait qu'elle n'a pas su décoder la transaction cachée. C'est d'ailleurs un point qui a été soulevé par Christophe quand il a rencontré pour la première fois Anna. Vous vous êtes fiancé à un homme que vous veniez de rencontrer? Oui, peu importe. Non mais attendez, c'est tout de même incroyable ça. Vous êtes en train de me dire que vous étiez prête à épouser un homme que vous veniez de rencontrer? Oui, vous êtes sourd? Vos parents ne vous ont pas appris à vous méfier des inconnus? Si, bien sûr que si. Donc il s'étonne qu'elle épouse quelqu'un qu'elle vient juste de rencontrer, que finalement elle connaît pas encore. Mais c'est aussi, tes parents t'ont pas prévenu de te méfier des étrangers, des gens que tu connais pas. Et là d'ailleurs c'est marrant, elle a ce mouvement de recul en mode « Ah oui, en effet ». Mais en fait non, elle a pas eu cette éducation-là, il manque les figures parentales. Ce
qui fait qu'il y a eu cet espace pour cette relation manipulatrice en fait. Et c'est l'un des problèmes des faux selfs quand ils sont trop présents. On a deux types de faux selfs, je le mentionnais rapidement au tout début, il y a les robots et les caméléons. On a Elsa qui est beaucoup plus dans le robot. Le robot, c'est quoi? C'est masquer, étouffer ses sentiments. On est dans le contrôle permanent. Pas d'adaptation, pas de spontanéité. Contrôle toujours, enfermée. Elle est quand même allée 2 fois dans sa chambre, hein, Elsa. Elle y allait au début une bonne partie de sa vie. Elle s'est retrouvée à nouveau enfermée quand elle a été récupérée dans son château de glace et retour dans sa chambre. Donc on sent le côté très robot, très enfermé chez Elsa. Et du côté de Anna, elle est pas trop dans le faux self, elle est quand même très spontanée, mais quand elle a cherché à rencontrer le grand amour, elle s'est reconnectée à ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu, qui n'était en fait que des images sur des tableaux. Il y a cette scène très intéressante où elle danse, elle se met devant chaque tableau, et finalement sa vision de la relation, c'est une série d'injonctions aussi qui sont des représentations déconnectées de la réalité, des tableaux du passé visiblement. Et elle va jouer ce jeu de rôle-là dans sa rencontre avec le prince, ce qui fait qu'elle va être dans la suradaptation, le caméléon. Pas d'affirmation, pas de distance, pas de distance dans le sens où elle va trop vite dans la relation. Donc distanciation d'un côté et implication de l'autre, dans le sens où Anna elle a quand même cette tendance à être beaucoup plus dans l'action, elle est très vite dans l'action, quand Elsa va se retenir beaucoup et très longtemps jusqu'à craquer. En fait son action à Elsa c'est du trop de frustration et de saturation, tandis que Anna c'est la débauche d'énergie, limite l'excès de vagal ventral et de confiance parfois, parce qu'elle a pas ces repères là, elle fait confiance trop vite. Et ces faux selfs là, cette tendance plutôt à un faux self ou un autre, à un état plus qu'un autre, ça se joue justement dans l'enfance en fonction de ce qu'on va percevoir. D'un côté, on a Elsa qui a été contrainte à l'isolement, à l'évitement de l'autre. Elle vit dans l'évitement, mais elle a forcément du coup perçu un évitement de ses parents qui l'invitent à contrôler ses pouvoirs, à ne pas y aller réellement, à ne pas s'exprimer telle qu'elle est, donc l'évite aussi dans les deux sens. Et quand on est dans une perception d'évitement, on va avoir un manque de confiance aux autres. Du coup, on va être dans l'isolation pour se préserver. C'est typiquement le mode vagal dorsal en théorie polyvagale. Je fais parenthèse théorie polyvagale parce que bon, j'ai aussi mes élèves de formation qui vont regarder cette vidéo, donc c'est l'occasion. Et le vagal dorsal, c'est l'enfermement sur soi, le repli sur soi pour échapper à un danger qui est perçu comme trop menaçant. On ne se sent pas l'énergie de lutter ou de fuir, du coup on se replie sur soi en attendant d'avoir un moment où on peut fuir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Libérée, Délivrée, le moment où elle est partie. Donc inhibition, isolement, inaction, dans le cas d'un danger mortel. Elle a compris que son pouvoir pouvait tuer sa sœur, littéralement, c'était un danger mortel, donc sa stratégie d'adaptation, et elle est complètement ok, c'était de s'enfermer, mettre un masque de robot. Et de l'autre côté, on a Anna qui est la plus perçue dans ses relations à ses figures parentales, et sa sœur, sa grande sœur, en était une aussi, une forme d'ambivalence. On peut jouer avec sa sœur, mais on peut plus jouer avec sa sœur, elle était là, mais elle veut plus jouer, c'est typiquement la chanson du bonhomme de neige, et quand on a ça, c'est manque de confiance en soi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle veut plus jouer avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Alors pas très longtemps, parce qu'elle a quand même un bon vagal ventral, une bonne confiance qui est là nativement, donc elle s'est pas enfermée dans ça, pas comme sa sœur s'est enfermée dans le vagal dorsal. Mais quand on a ça, on est plus dans le faux self de type caméléon et l'état de type sympathique. L'état sympathique, c'est la lutte ou la fuite, c'est l'action en fait. Dès qu'il y a un stress, une menace perçue qui n'est pas perçue comme danger mortel, donc une petite menace, c'est combat, fuite, méfiance, mais on va agir tout de suite. C'est un peu le brain freeze en fait, on agit avant de réfléchir, donc c'est très dans l'enfant et pas très dans l'adulte en général. Et c'est ok. Tous ces états sont ok, c'est leur stratégie à elles pour se préserver par rapport à une situation qu'elles ont perçue comme menaçante. Le corps fait ça très bien tout seul quand tout va bien, et c'est ok, il n'y a pas à juger ça, mais quand on s'enferme dans l'un ou dans l'autre, et Elsa est très enfermée dans son évitement et son vagal dorsal, ça devient contraignant, vampirisant, et ça va finir par craquer. Ça peut pas tenir sur la durée en tout cas. Donc mission, adaptation. Ces états sont là pour nous adapter, c'est ok, mais il faut pas qu'ils nous envahissent au point de nous enfermer et de tuer qui on est réellement en fait. Tous les états sont ok, la théorie polyvagale n'est pas une injonction à être en permanence dans le mode vagal ventral et le mode de la pleine confiance, non, c'est comme tout, on passe en permanence de l'un à l'autre. Là, Elsa, elle est dans son vagal ventral quand elle nous fait son libéré, délivré et qu'elle affirme qu'elle va plus être la fille parfaite. Elle est dans son sympathique quand elle laisse sortir ses émotions et ses sensations de façon un peu trop violente, mais parce qu'elle a paniqué en fait. Et elle était beaucoup dans le dorsal une bonne partie du film quand elle a été complètement enfermée.
Donc nous passons en permanence d'un état à un autre, et c'est complètement ok, il faut juste qu'il n'y en ait pas un trop présent, en tout cas pas un qui soit trop présent et trop subi. L'idée c'est d'être plus dans le choisi que le subi. Si on est enfermé dans un état qu'on ressent comme subi, là ça va nous pomper notre énergie. Donc attention à pas s'enfermer dans un état. Mission adaptation. L'idée c'est de se reconnecter à ces états, tout simplement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et identifier ces états. Ou alors, et c'est plus commun comme grille de lecture que la théorie polyvagale, se reconnecter à ses émotions. Mission, libération. On ne contrôle pas ces émotions, on les maîtrise, c'est-à-dire qu'on les identifie, on reçoit le message qu'elles ont à faire passer, on va réajuster, souvent répondre à un besoin pour faire partir une émotion qui serait par exemple désagréable. Il n'y a pas d'émotion négative, attention. Il y a des émotions désagréables mais qui sont là pour faire passer un message et nous inciter à passer à l'action. Mes émotions, c'est ex movere, c'est pour mettre en mouvement, c'est là pour faire passer à l'action. Donc, selon ses affinités, on va lire ses états, on va lire ses émotions, mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir l'état et d'éventuellement rajuster s'il s'avère qu'il est désagréable, pas adapté, là pour pointer un besoin. C'est leur rôle, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, mais si on les étouffe, non, ça peut pas marcher sur la durée. Les émotions sont là pour nous mettre en mouvement. Si on a plein d'émotions et qu'on se fige et qu'on s'enferme, forcément à un moment, la cocotte, elle va trop se remplir de stress, de trop d'émotions, et la soupape, elle va sauter, ça va péter. Et c'est ça, et ça fait des burn-out, et ça fait des ice-out. C'est une histoire de changement, c'est un cycle, on a toujours des moments où on va être vers l'avant, des moments où on va être plus sur le repli sur soi. Tout est changement, il n'y a rien de plus permanent que le changement, et accueillir ses émotions, c'est aussi laisser sa place à l'hiver. Un parallèle qui est très très intéressant, c'est le cycle du changement avec la notion de saison, le cycle des saisons, mais tout est cyclique en réalité. Ce cycle de changement de Hudson, c'est quoi? On a 4 phases. On a la phase de lancement, quand on rentre dans un projet, une relation, n'importe quelle chose qui va commencer. On a d'abord le lancement, ensuite on va avoir le déclin, où on a passé un petit peu tout ce qui est enthousiasme du début, on va voir les petites choses qui fonctionnent plus vraiment. Donc là, on va être amené à réajuster. Si on reste dans quelque chose qui fonctionne pas pour nous, on va rentrer dans le marasme. Là, ça va être du repli sur soi, avant de voir ce qui va pas, réajuster, et là, on va repartir dans une nouvelle situation, une situation plus adaptée, c'est un renouveau. Typiquement, c'est un job qui nous convient plus et le marasme, c'est une forme de burn-out ou de dépression, de bore-out au travail. Nos copains, les bore-out, burn-out, burn-out, c'est du marasme qui nous invite en fait à partir vers un renouveau, à rajuster. Tout n'est là que pour nous laisser l'espace et faire passer le message de réajuster quand c'est nécessaire. Les émotions sont là pour ça, les états sont là pour ça. Et il y a un parallèle évident avec les émotions, mais aussi les saisons. Le lancement, c'est l'été, c'est la joie, c'est quand tout va bien, quand on est enthousiaste. Le déclin, c'est plus l'automne, un peu plus la colère, on commence à voir ce qui va pas, va falloir réajuster. Le marasme, c'est l'hiver, c'est le moment où on se replie sur soi et on fait le point. Et le renouveau, c'est le printemps, on part vers une nouvelle histoire, et c'est complètement ok, c'est parfait, tout est fait comme ça, la nature est faite comme ça, la vie est faite comme ça. Mais on a tendance à refuser l'hiver ou alors à y rester enfermé. L'idée, c'est de détecter les signes de déclin et quand on voit qu'il y a un déclin, on réajuste. Se réaligner, ce terme de réalignement qui est très très à la mode, c'est juste une invitation à réajuster quand on voit que ça va plus, s'écouter. Plutôt que s'enfermer, essayer de contrôler, parce que si on s'enferme et qu'on contrôle, on va dans le marasme. Et quand on est, comme Elsa, incité à contrôler en permanence, on s'enferme et on s'enterre dans le marasme. Donc l'hiver est ok, mais l'idée n'est pas de s'y enfermer. On fait toujours le balancier entre ces différentes phases, là aussi c'est pareil, chaque phase est ok, comme les états. L'idée c'est de ne pas s'enfermer dans une phase. Les émotions sont là pour nous inviter au changement et le changement est complètement naturel et complètement permanent. Alan Tapia, qui a fait la vidéo sur la Reine des Neiges et l'intelligence émotionnelle, a aussi fait une vidéo sur le changement que je vais t'inviter à aller voir si tu veux poursuivre cette réflexion-là. Mais quelque chose qui est très 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 intéressant dans le fonctionnement complémentaire des deux sœurs, c'est qu'elles n'ont pas non plus une même approche. On a Anna qui va être beaucoup dans lancement-déclin, 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 très superficielle. Elle fait des petits cycles du changement. C'est des rajustements qu'on a tout le temps au cours de la vie. Lancement-déclin, 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 lancement-déclin. Mais en fait, Elsa, elle va être sur les gros cycles, sur la grosse boucle. Elle va aller jusqu'au marasme. Elle va s'enfermer très 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 longtemps dans le marasme. Et le renouveau, il ne va arriver qu'au moment de le libérer, délivrer. C'est horrible pour elle. Elle passe toute son enfance dans le marasme, dans le trop d'adultes et dans le pas d'enfance. Donc on a Anna qui est en haut, dans des petits cycles lancement-déclin, et Elsa qui fait la boucle complète, mais qui reste bien enfermée longtemps dans son marasme.
Et cette lecture-là est très intéressante aussi. Alors c'est pas le propos de cette vidéo, là je te renvoie à la vidéo d'Alan, une autre vidéo d'Alan sur le cycle du changement. C'est très joli ce visuel, on dirait une Pokéball comme ça. Donc on ferme la Pokéball, on passe à autre chose, mais on a vraiment cette notion de Anna, l'action directe, donc les petits cycles, et Elsa, la réflexion, les grands cycles. Elle va vraiment au fond du problème, elle s'enferme bien dedans, et puis quand elle ressort, elle ressort un petit peu dans l'excès au début, mais elle va réajuster. Elle va faire le cycle haut ensuite de réajustement. Mon point à moi, et là où je veux en venir, c'est qu'on a vu qu'il y avait vraiment une symbiose entre les deux sœurs. Elles se complémentent, les états qui sont moins développés chez l'une et chez l'autre vont se complémenter. Tout ce chemin, cette histoire, ce cheminement au cours du cycle du changement, elles le font ensemble, elles le font aussi avec l'aide de Christophe. Et si Christophe, c'était l'adulte de l'histoire? On a vu qu'il y avait trop d'enfants chez Anna qui n'avaient pas forcément de bons repères parentaux. On a vu qu'il y avait beaucoup trop de parents chez Elsa qui a fini par sortir son enfant sous forme d'Olaf mais contrôle pas forcément ce qui se passe. Elle est un petit peu dépassée, elle n'est pas dans la maîtrise, plus que dans le contrôle. Et en fait, Christophe a une position très arbitre, très prise de recul dans l'ensemble du film. Et je pense que c'est un peu la pièce centrale qui a permis cette évolution vers plus d'équilibre chez l'une et chez l'autre en fait. Mais faut vraiment que quelqu'un lui dise. On le voit déjà dans le côté, non mais il faut peut-être dire la vérité à Olaf, parce que là c'est quand même dangereux pour lui, mais globalement il se positionne très souvent dans le recul et l'analyse. Dans la fameuse scène qu'on a vue où il s'étonne de l'engagement très prématuré d'Anna avec le prince, et tout au long du parcours, ça va être la touche rationnelle en fait de l'histoire, la touche prise de recul et alerte en fait. Attention, on n'escalade pas cette falaise parce que on n'est pas équipé pour et tu vas tomber, et il y a sûrement d'autres façons. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est est-ce que tu es sûr que ta sœur, elle veut te voir? Généralement, les gens qui vont vivre en montagne aiment la solitude. Personne n'aime la solitude. Sauf vous, peut-être. C'est là qu'on voit les modes très très différents de l'une et de l'autre en fait. Anna, elle est vraiment dans le vagal ventral, la pleine confiance, la relation à l'autre, le fait de, forcément elle veut me voir, elle a envie de me voir. Alors qu'en fait, non. Elsa, elle est dans l'enfermement, elle a encore sa dominante de dorsale, son état vagal dorsal, ce qui fait que, non, elle aime bien l'isolement, elle est ok avec ça. Elle a dit qu'elle allait s'isoler dans son royaume de glace, dans son château, parce que c'est son élément à elle, et c'est ok quand je dis que chaque état est ok, on a tous un état dominant, le dorsal, le sympathique ou le vagal ventral, et tant qu'il n'est pas subi, tant qu'il est choisi, il est ok. Moi par exemple, j'ai une dominante vagal dorsale, j'ai besoin de m'isoler très 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 souvent, et c'est complètement ok. C'est juste être au clair avec son mode de fonctionnement et se reconnecter à ça, et il met le warning là-dessus. Mais Anna est tellement dans son mode de fonctionnement, trop dans la fuite en avant, qu'elle ne l'entend pas, elle n'a pas conscience de ça, elle n'a pas cette lecture-là. Lui, il l'a. Et en fait, dans cette trilogie pour remettre du jeu, on a déjà Anna, Elsa et puis Olaf qui est leur lien d'enfance. On a un petit peu un quatrième mousquetaire qui pour moi est Christophe, avec l'enfant qui serait joué par Anna, l'adulte par Christophe et le parent par Elsa. Et c'est ça l'idée, c'est que maître du jeu, c'est collaboratif. Le bon équilibre dans les relations qui se jouent à l'intérieur de soi se construisent dans la bonne relation aux autres en fait. C'est tout le message de la théorie polyvagale en fait. Quand on n'a pas ça, on va avoir des déséquilibres. Et pour moi, dans ce trio-là, Christophe joue clairement un rôle, et notamment celui d'adulte. On a vu Anna qui est très dans l'enfant, très dans les ressentis. Je vais rencontrer l'homme de ma vie. Oh, le prince, il est beau. Oh, je vais l'épouser. Et comment ça? Mais pourquoi tu sais du choc que j'ai l'épousé? Et on va foncer sauver ma sœur. Et elle réfléchit pas trop, pas toujours en tout cas. Christophe est beaucoup plus posé. Il est dans l'adulte, il est dans la rationalité, il est dans le mode de non mais bonhomme de neige, j'y étais, ça marche pas. Et puis Elsa, très dans le parent, très dans le contrôle, dans le jugement, plus dans le sens des injonctions, des messages introjectés, des figures parentales, qui fait qu'elle est assez enfermée dans ses conditionnements. Et il va faire le lien en fait entre les deux littéralement, en canalisant et calmant un peu Anna, et puis en permettant le dénouement en fait de l'histoire. Et Olaf, c'est un petit peu ce rappel permanent que c'est important de laisser la place à l'enfance et à l'été. Est-ce que tu es le bonhomme de neige d'Elsa? Oui, pourquoi? Est-ce que tu sais où elle est? C'est fascinant. Oui, pourquoi? Tu pourrais nous montrer le chemin? Oui, pourquoi? D'ailleurs, on le voit bien dans cette séquence de pourquoi. C'est typiquement l'enfant, mais c'est l'enfant qui est connecté à ses émotions et ses ressentis. Il y a un truc de très très beau. Some people are worth mating for. Il y a des gens qui méritent qu'on fonde pour eux, dans le sens où maître du jeu, c'est pas se renfermer sur soi, c'est s'ouvrir à la relation à l'autre. Et quand l'amour est là, l'idée c'est de s'ouvrir à la relation à l'autre. D'ailleurs, ça fait écho à une autre très très mauvaise traduction, c'est la chanson entre Anna et le prince quand ils se rencontrent, c'est « L'amour est un cadeau ». Non, non, non. En anglais, c'est « Love is an open door ». L'amour est une porte ouverte. L'amour, c'est s'ouvrir à l'autre, faire confiance à.
Et là encore, c'est super mal traduit en français. Ils ont marqué « Certaines personnes ont le don de vous faire fondre ». Je vais pas me lancer sur la mode des pervers narcissiques et le fait qu'on voit toujours des gens qui vont manipuler d'autres personnes. Le fait est que là, Anna est rentrée dans une relation où il y a une manipulation. Si on relit cette phrase au moment où je tourne cette vidéo, où on parle de plus en plus de pervers narcissiques, mais on parle aussi de féminicide, moi le point que je voudrais pointer, c'est est-ce que nos conditionnements laisseraient pas la place à la mise en place de ce genre de relations toxiques? Parce que justement, on nous apprend pas à s'écouter, à s'affirmer, à se respecter. Et oui, il manque sûrement de warning dans l'éducation de comment des personnes peuvent vouloir abuser de nous. Mais c'est pas du tout ce que dit Olive en anglais. En anglais, il dit il y a des personnes qui méritent qu'on fonde pour elles. Dans le sens, tu peux te lancer dans une relation de confiance et ça va t'aider à grandir. Et là, il fait mention à la relation avec Christophe. Et il n'y a pas besoin de superfection pour ça, il n'y a pas besoin d'injonction, il n'y a pas besoin d'être parfait en permanence. Finalement, la réponse, elle vient des cailloux. Comme quoi, finalement, peut-être que le vieux caillou, c'était le vieux caillou qui n'était pas encore formé bien aux neurosciences. En même temps, à l'époque où est sorti La Reine des Neiges, premier épisode, la théorie polyvagale n'existait pas. Mais par contre, beaucoup plus instinctivement, les autres cailloux sont beaucoup plus dans la relation, le lien à l'autre et la tolérance. Ils sont très dans le lien entre eux, ils reconstruisent un petit peu des bonhommes de neige en se mettant en permanence les uns pour les autres en fonction de qui a besoin de parler. Je vois vraiment un parallèle direct avec cette dynamique de bonhommes de neige et d'état qui se superposent et qui collaborent. Et en fait, ils ont su construire cet environnement de sécurité qui fait, selon moi, que Christophe est plus adulte que les deux sœurs parce qu'en fait, les figures parentales qu'il a eues étaient aimantes, étaient entourantes, étaient dans le lien, quand les deux sœurs ont été finalement isolées chacune de leur côté. Et selon moi, c'est ça qui donne ce recul et cette maturité à Christophe qui finalement se révèle être le plus adulte et l'élément central pour résoudre en fait la situation. Et les cailloux sont aussi ceux qui vont apporter la réponse. Il n'y a pas besoin de superfection, par contre, il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'amour. Ce qui rend presque parfait les gens un peu moins que parfaits, ça. Et là, pour le coup, la version française est plus intéressante que la version anglaise. On parle de fixer-upper, de réajustement. Là, c'est plus de tolérance, d'accueil de ce qui est, et c'est ok si tout n'est pas parfait. Les réponses étaient déjà là dans les cailloux et dans la nature. Alors pourquoi ils ont pourri Elsa en mode petite fille parfaite et injonction de superfection? Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas cette réponse en tout cas, mais la réponse, la grande réponse, c'est All you need is love. C'est l'amour qui va réunir les deux sœurs, c'est l'amour qui va faire que Elsa va enfin comprendre comment maîtriser ses pouvoirs, c'est s'accepter telle qu'elle est et finalement poser une intention d'amour dans ce qu'elle fait. Ça fait très dev perso prédigéré, mais pourtant c'est tellement juste. Alors l'amour oui, mais poser ses limites aussi. Et là on voit que Anna a gagné en part d'adulte puisque elle va pas laisser Christophe aller intervenir auprès du prince. Non, celle qui va dire non mais toi de toute façon t'as pas d'émotion, tu dégages et paf. Pas mal. Elle est plus dans le sympathique que dans le dorsal, hein, Anna. Mais c'est ça, c'est l'amour et poser ses limites, s'écouter et maître du jeu. Maître du jeu permet de pouvoir jouer avec ses pouvoirs et de faire les choses à son image. Au lieu d'être dans des masques de contrôle et de rentrer dans des cases qui ne sont pas les nôtres, qui sont des injonctions, eh bien elle a fait un super château à son image avec une grande patinoire parce qu'elle a mis qui elle était dans ce qu'elle faisait. C'est un vrai message de prévention de burn-out en fait cette histoire, c'est faire les choses à sa façon et mettre du jeu pour ne pas s'épuiser dans l'over-control et la suradaptation et le surinvestissement, tout simplement. Objectif jeu, mission préservation et bien sûr bonhomme de neige. On récolte ce que l'on sème, ça veut dire être au clair sur sa vision du bonheur, savoir où on veut aller, trouver sa destination à soi, être au clair sur ses besoins et les remplir. La petite chose qui se glisse souvent entre les deux, qui fait qu'on va pas s'autoriser à répondre à ses besoins, c'est l'estime de soi, bien souvent. Savoir poser des limites, savoir lâcher prise aussi. Tous ces points essentiels au coaching, au développement personnel qu'on explore quand on fait des accompagnements, qu'on explore dans ma formation Power, et qui sont finalement si essentiels pour sortir des carcans, des messages contraignants et des injonctions qui vont nous amener à s'épuiser parce qu'on n'est pas nous-mêmes en fait. C'est vraiment pour moi le message fondamental de la Reine des Neiges qui, bien sûr, s'incarne dans la très connue Libérer, délivrer. Mais oui, libérer, délivrer. Libérez-vous, délivrez-vous, mettez du jeu. Et cette quête de jeu, ce retour à leur fond intérieur, c'est ce qu'on fait dans Power. Power, c'est ma formation stress, défense et pleine confiance.
Très rapidement, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur cette vidéo, mais si tu n'as pas encore vu mes vidéos sur la théorie polyvagale, c'est quoi ce petit schéma que j'ai mis derrière Olaf? Ce sont les 3 états de la théorie polyvagale, avec le ventral qui est en fait le lien à l'autre et la pleine confiance. Le dorsal qui est un espace de sécurité, quand on se replie sur soi, c'est pour se mettre en sécurité et aussi pour mettre les autres en sécurité, dans le cas d'Elsa. Et le sympathique, c'est l'action, c'est la résilience, c'est l'adaptation dans le sens j'agis par rapport à la situation pour pouvoir affronter la situation et repartir ensuite. Et l'harmonie entre ces différents états, le fait d'être au bon état au bon moment, c'est ce qui fait la pleine confiance, la résilience, la bonne adaptation. On a beaucoup parlé de stress-défense, on connaît les mécanismes du stress et du burn-out, on savait qu'il y avait des gens qui savaient s'adapter, on savait pas comment. La théorie polyvagale nous a donné cette clé-là. Mais pour s'adapter, faut savoir tomber les masques et se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est pas du tout une nouvelle injonction à être tout le temps dans le vagal ventral, le lien à l'autre et la confiance permanente. Non, non, non. C'est juste de savoir s'adapter à ce qui se passe. Mission, adaptation. Ça passe par décoder ces différents états, ça se passe par ancrer les moments où on est en confiance pour pouvoir s'y rattacher quand on en a besoin et éventuellement reconditionner quand on sait couper des états qui nous servent à s'adapter ou quand on sait couper de l'enfant en soi, par exemple ici. L'intention, c'est quoi? C'est de sortir du mode survie et du mode suradapté pour se reconnecter à l'autre. Objectif jeu, je l'ai dit, c'est vraiment collaboratif. On est beaucoup à être enfermé dans la boucle du bas, le dorsal et le sympathique qui, en fait, quand on est en permanence, fait qu'on est en permanence dans le stress, dans le contrôle, et c'est épuisant. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette partie d'eau, dans cette partie du lien à l'autre, avec d'un côté le jeu JE, la connexion à soi et ses besoins, de l'autre côté le jeu JEU, le plaisir et écouter ce qui nous fait envie, aller vers ce qui nous fait envie, et de ne pas être en permanence dans le mode survie, dans la partie basse. C'est complètement ok d'être dans la partie basse quand il y a une réelle menace, c'est complètement ok dans le dorsal ou le sympathique quand c'est choisi que c'est le mode de fonctionnement par défaut et que du coup c'est ok pour nous et ressourçant pour nous. La glace est ok pour Elsa, le feu est ok pour Anna si je continue mon image un petit peu tirée par les cheveux, mais c'est être au clair avec qui on est, se reconnecter à qui on est et ne pas être en permanence dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Et c'est ce qu'on fait beaucoup trop quand il y a toutes ces épidémies de burn-out. Bien passer d'un état à l'autre et laisser la place à l'enfant. C'est ça la théorie polyvagale. J'ai pas vu donc Frozen 2, je le disais, mais alors j'ai vu cette image du cheval. On voit Elsa qui va dompter et chevaucher un cheval d'eau. Et alors j'ai eu quelques retours de personnes qui ont vu le film. Il paraît qu'ils traitent l'eau et la glace comme 2 éléments différents. En moi en tant que scientifique, ça me... Bah non, enfin l'eau, la glace, des états différents d'un même élément. En l'occurrence, c'est peut-être plus proche de la théorie polyvagale dans le sens où le dorsal, c'est l'eau glacée, et puis là, on est dans une notion de flow qui est l'eau libérée, délivrée. Moi, c'est la même chose, donc ma lecture à moi, c'est celle-là. Et cette image du cheval, elle me parle beaucoup, parce qu'en fait, on utilise beaucoup dans Power et dans la stress défense. Le cheval et le cavalier, c'est une image qui est utilisée par Roland Jouvin dans Le Cerveau magicien, dans l'idée de faire le lien entre le cerveau et le corps et le cœur et les émotions. Le cheval étant le lieu du corps et du cœur, donc des émotions et des sensations, et le cerveau donne le sens, et le cheval donne l'essence. L'essence, les messages, ils viennent du corps, ils viennent pas du cerveau, et par contre, le cavalier, le cerveau va donner une direction. Mais il faut que les deux soient dans l'écoute mutuelle pour pouvoir avancer. Si on force un cheval à avancer dans une direction qui n'est pas ok, sans être à l'écoute de ses messages, de ses besoins, des messages qu'il nous envoie, forcément on va cramer le cheval et on va finir par chuter aussi, et le burn-out c'est ça aussi. Donc mission écoute de soi, mission préservation, objectif jeu. Révèle ton diamant intérieur, reconnecte-toi à ton ikigai, révèle ton diamant, ce qui fait ta force intérieure. Connecte-toi à ce que tu aimes faire, ce dont le monde a besoin, ça va être la contribution, il y a la notion de pourquoi tu es dit, pourquoi tu es payé, mais c'est regrouper tous ces éléments-là, les maîtres du jeu dans ce qu'on fait pour pouvoir s'y épanouir et pas s'y épuiser. Ou si on prend la lecture de la pyramide des besoins de Maslow, alors déjà ça nous rappelle qu'il faut se connecter à ses besoins physiologiques, c'est très très important, se mettre en sécurité, on a ce besoin de sécurité qui est très important pour nous. Les états, les différents états, même quand ils sont pas adaptés, sont là pour notre survie en réalité, mais par contre peut-être arrêter de s'arrêter à l'étage appartenance, c'est-à-dire répondre aux injonctions et attentes des autres, comme l'a fait beaucoup trop Elsa, mais se reconnecter aussi à l'estime et à l'accomplissement, ce qui va faire qu'on va s'autoriser à libérer et délivrer son haut potentiel, ce qui se passe à l'intérieur de nous, simplement s'aimer assez, s'apprécier assez, s'écouter assez, pour s'autoriser à faire quelque chose qu'on aime.
à libérer ce qu'on a à l'intérieur de nous plutôt que l'étouffer pour rentrer dans des cases. C'est ça cette invitation. Parce qu'être trop dans des cases qu'on n'a pas choisi tout le temps en permanence, c'est ça qui nous pompe notre énergie et qui va finalement à l'encontre de nos besoins physiologiques. Cette lecture-là est très intéressante, ça vaudrait une vidéo complète, donc je vais pas y aller là, c'est juste à toi de jouer. Connecte-toi à toi, ne t'oublie pas pour les autres, mais du jeu. Tombe la cape, tombe tes gants et suis ton cap à toi. Trouve ton chemin, trouve ta destination et va ici. Ça passe par l'identification des valeurs, c'est ta boussole, tes valeurs. Ça passe par la reconnexion à ses émotions, accueillir les émotions, les messages qu'ils apportent et puis se réorienter par rapport à ça. Ça se passe par l'écoute de son cheval, de son poney, donc la reconnexion à son corps pour accueillir les messages dont on s'est trop souvent coupé. Ça passe par identifier son petit nuage, son bonheur à soi, il est propre à chacun. Le bonheur n'est pas une injonction, le bonheur c'est une quête personnelle et c'est toi qui vas choisir ta destination. Ça passe par l'écoute des besoins, tout simplement en tant que cavalier, entretenir ta monture pour pouvoir continuer à avancer. Et souvent la petite case qui fait défaut entre les deux, c'est l'estime en fait, s'estimer assez pour s'autoriser à se faire passer en priorité parce que c'est la condition pour pouvoir jouer ensuite collaboratif et être présent pour les autres, dans la pleine réalisation et le plein épanouissement de soi. C'est ce que je fais dans ma formation Power, Stress Défense et Pleine Confiance. C'est ce qu'on devrait faire en fait dans l'éducation à la base dès l'enfance, apprendre à se reconnecter à soi et à remettre du jeu. Alors je te souhaite plein de jeux, plein de bonhommes de neige et surtout et avant tout, prends soin de toi bien sûr.